Super bouquin. Travailleur médiatique. Je suis allé te chercher chez un Père Noël qui était un ancien Hells Angels. Au CFJ, la dernière fois que j'ai été invité, dans les couloirs, il y a une grande photo de Pascal Praud, tu vois. Journaliste un jour, 3 points de suspension. Je te réponds en 2 mots, gilet jaune. C'est vraiment les gilets jaunes. J'avais rencontré Dupond-Moretti qui était jeune avocat, enfin qui avait mon âge à peu près. On s'était pochetronné ensemble dans un resto. C'est sans doute mon livre le plus personnel, quoi, finalement. On est le produit de celui qui nous paye et on est là pour faire de la propagande, même si on s'en cache. Pour moi, Jacqueline Moreau est une idiote qui se laisse bercer d'illusions et il y a vraiment un fond de racisme. Mais mes copains sont pas forcément journalistes. J'ai pas l'occasion tellement de m'exprimer sur ce que je fais et c'est vraiment je suis content de le faire, quoi. L'échec du journalisme a produit Macron et produit aussi Zemmour, quoi. Moi, ce que je veux, c'est qu'au début, tu fasses 1 minute 30 pour donner envie aux gens et de comprendre l'enjeu de la conversation qui va suivre. Et je t'assure que ça manque. Et on va faire le test et tu verras que ça va grimper en audience à Ah partir. bah évidemment, il va y avoir écrit Denis Robert, ça va marcher. Amis du café, bonsoir. Amis des streams camping, bonsoir. Allô la Moselle, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que vous entendez Denis? Oh putain, on l'entend pas pour l'instant. Si, ça va, Si, David. mais moi je t'entends pas. Attends, bouge pas, bouge pas. Vas-y, parle, parle, parle à nos amis. Écoutez, bonjour les Je amis. t'entends pas, moi. Salut David. Je crois que je connais ton émission parce que je pense qu'elle est diffusée sur Blast une fois par semaine. Bon, comment ça va, Denis? Écoute, comme un dimanche, quoi. C'est une journée un peu calme. Ça me change de mes semaines parisiennes parce qu'en ce moment, en plus de Blast, je suis en train de tourner un documentaire que j'avais engagé il y a très longtemps avec ma fille Nina. Et donc, je suis obligé de combiner des interviews qui sont assez passionnantes en même temps que de passer à Blast, etc. Donc, je suis très peu chez moi. J'étais content d'y être ce week-end pour aller un peu me balader avec mon chien, pour souffler un peu, parce que c'est assez harassant tout ce que je mène de front, quoi. La vie de patron, c'est harassant, c'est ça? La vie de patron voyou, c'est harassant? Ouais, et puis non, mais c'est quand même, il y a quand même du plaisir, mais il y a aussi beaucoup de pression, il y a aussi beaucoup de sollicitations, parce qu'en plus de produire des contenus pour Blast, il y a un peu l'animation de l'équipe, il y a penser au développement, on réussit des choses assez incroyables, mais en même temps, notre équilibre financier est fragile. Donc là, on est un peu il reste 15 jours de fin de campagne, un peu de financement, parce que les dons qu'on fait à Blast sont défiscalisés. Donc, on a des vidéos qui tournent un petit peu comme ça, quoi. Et puis moi, j'essaie de. Enfin, bref, je suis engagé sur plusieurs fronts, quoi. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que je suis absolument ravi de parler du livre et d'en parler avec toi. Et si tu savais comme je suis content d'être avec toi, putain, on a même pas trop l'occasion de se voir, ni de On se voit jamais. C'est très simple. alors qu'on est. En 30 ans, on s'est vu quoi? 5 fois? 10 Arrête, fois? quand même un peu plus, quoi. Non. Une fois au Canada. Tu n'en parles pas dans ton livre. C'est de cette fois où je suis allé te chercher chez un Père Noël qui était un ancien Hells Angels. Tu te souviens de ça Ouais. ou pas? Ah, je m'en souviens tellement bien que j'ai commencé à en écrire un scénario de cinéma qui est toujours dans mes cartons. Et si je me souviens bien, tu participais aussi à l'écriture, je crois. Ça remonte, hein. Ça remonte, ça remonte. Bon, alors mon cher Denis, nous avons un dénommé Mathias Enthoven, qui est le directeur éditorial de Blast. Comment? Directeur des programmes. Directeur des programmes, pardon. Il m'a dit, ouais, tu sais, Denis, il aimerait bien que tu éditorialises un peu plus au poste. Il comprend pas pourquoi, t'expliques pas plus pourquoi les gens sont là, etc. Alors j'ai écrit un petit portrait très, 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 très rapide de toi. Oh putain, bon, d'accord. Oh non, mais ça va être très rapide. Alors le portrait, je le fais au vous, puisque j'arrive au poste, hein. Mm. Vous êtes né le 9 mai 1958 à Meuilleuvre-Grande, en Moselle. 60 ans plus tard, les caisses de retraite ont enquêté sur vous, ce qui vous a donné un prétexte tout trouvé pour fouiller vos archives. Travailleur médiatique, tiens, je le prends à l'envers. Travailleur médiatique, ce sont vos archives, c'est votre caisse de retraite, recueil de vos éditos de Le Média, de Le Blast, auquel vous glissez des souvenirs, des points de vue, des analyses.
Vos années libées, le petit Grégory, votre père, le football, le journal Santiago. Alors si je dis Santiago, tout le monde a compris que c'est le tout début des années 80, tellement c'est marqué comme terme, le journal Santiago, avec un dénommé Le Fred Touron et un autre Francis Kuntz, là aussi très défavorablement connu de nos services. Vous expliquez évidemment, vous revenez sur vos enquêtes au long cours, Clearstream, 62 poursuites, toutes gagnées sauf une. Vous revenez sur le média, sur Blast. C'est foutraque. C'est très foutraque ce livre. C'est nerveux, c'est tendre, c'est vous. Vous dites du mal des autres, mais vous aimez peu qu'ils en disent de vous, hein, quand même. Dans Travailleurs médiatiques, vous demandez d'emblée Je suis dépité, où sont passés les journalistes? Le sous-titre Résister à la fabrication du consentement est une allusion directe à Chomsky, Noam Chomsky, dont vous dites que sa rencontre a bouleversé votre vie. Ce soir, vous êtes au poste, vous m'avez juré de dire la vérité, rien que la vérité, et même dans un email, d'aborder les sujets qui fâchent. Je précise, vous êtes venu sans votre avocat, pourtant vous en avez un paquet, pas même le débutant avec lequel vous buviez des coups il y a quelques années, si j'ai bien compris, il y a même fort longtemps, qui est devenu garde des Sceaux. On commence par Dupond-Moretti? Ah bah, si tu veux, ben, Dupond-Moretti, j'en ai parlé avec ma copine journaliste Isabelle Orlans, qui travaillait à l'époque à l'Union de Reims. Et moi, je bossais pour Rolling Stone. Et là, on est dans les années 80, je sais pas, 86, 87, je dirais. Et je vais dans les Ardennes parce une jeune femme qui s'appelait Myriam, je crois, avait tué son amant. C'était la reine d'une boîte de nuit dans les Ardennes. Elle avait tué son amant, ou Mylène, elle s'appelait Mylène. Et elle avait essayé de tuer enfin, un autre type qui en avait échappé de justesse. Et donc, j'étais allé faire ce que je préférais et ce que j'aime toujours faire, c'est-à-dire le Truman Capote de province. J'étais allé dans les Ardennes, dans cette boîte de nuit. J'avais Sachant que passé une semaine. Truman Capote lui-même, son livre, ça se passe pas à New York, hein. Enfin, le Non, livre. mais je sais. Non, mais tu as raison. Oui, et en fait, à cette occasion, donc, j'avais rencontré Dupond-Moretti, qui était jeune avocat, enfin, qui avait mon âge à peu près. Et il était l'avocat d'un des types de ce dossier. Et on s'était pochetronné ensemble dans un resto. Et je crois me souvenir, je sais pas, c'est là où j'en étais plus très sûr, qu'il était complet, il était assez fauché et il dormait dans sa bagnole. Alors, je suis plus très sûr de ce souvenir-là, mais il était vraiment très sympa. Et voilà, depuis, enfin, je l'ai croisé comme ça, de loin en loin, mais voilà, c'était un souvenir comme ça. J'en ai parlé un petit peu dans le livre parce qu'effectivement, quand tu connais le personnage, le voir aujourd'hui faire la promo de Macron, c'est quelque chose qui fait un peu mal, quoi. Est-ce que la présentation était convenable? Écoute, David, elle était très convenable. Moi, ça va. Et vraiment, Non, non, mais c'est content de parler du livre parce que voilà, c'est ça. il est sorti il y a quoi? Il y a 3 semaines et un mois peut-être. Et alors, je commence à avoir des courriers de lecteurs plutôt, comment dire, plutôt encourageants, gentils. Enfin, les gens me disent des choses qui me touchent assez. Mais par contre, c'est silence radio. Ça m'est jamais arrivé, si tu veux, qu'un livre suscite un silence médiatique, en tout cas dans la presse où j'avais, là, même quand j'écris mon dernier chez Florent, Larry et moi, il y avait des papiers un peu partout. Enfin, il y avait des papiers, quoi, tu vois, me disant, tiens. Et là, il y a quelque chose d'étrange autour de ce livre qui Oh, tient oh, peut-être au commerce du livre, mais qui tient aussi à mon statut peut-être un peu particulier dans le paysage. Je découvre à quel point comment dire, je suis redevenu une sorte de paria ou de mauvaise conscience pour les journalistes, je sais pas. oh, je crois surtout qu'il y a, il y a l'idée que la presse aime assez peu qu'on la critique, qu'on l'analyse, qu'on la décortique. Tu crois pas? Or, c'est ce que Ouais, tu fais dans le bouquin. il y a ça, et puis il y a le fait que, comment dire, j'ai jamais rien demandé à personne, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours fait mon travail. J'ai jamais rien fait à contre-cœur. J'étais salarié pendant une douzaine d'années à Libération, puis un jour je suis parti. Et puis si tu veux, je suis pas dans les.
dans les coteries, dans les réseaux, dans les renvois d'ascenseurs. Mes copains j'ai quelques copains journalistes, mais mes copains sont pas forcément journalistes. Et je pense qu'on me fait payer aussi ma liberté, quoi. Et puis, je dois avoir des ennemis puissants aussi, mais ça, je m'en plains pas particulièrement. Page 15, tu démarres avec Bourdieu, le fameux texte sur la télévision de 1996, où il regrette déjà, en 96, la domination de l'audiovisuel sur la presse écrite. Mais vous-même, monsieur Robert Denis, toi-même, Blast, c'est avant tout audiovisuel. Je sais qu'il y a un site, on va en parler. Mais c'est avant tout des vidéos YouTube. Est-ce que tu penses pas, puisque tu cites Bourdieu, on dit qui regrettait l'avènement de l'image sur l'écrit, est-ce que toi-même tu n'es pas tombé là-dedans? Ben, je pense d'abord que si Bourdieu ressuscitait aujourd'hui, il reconnaîtrait difficilement la télévision qui critiquait à l'époque où il écrit sur la télévision ou la misère du monde. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'internet, il y a pas de, je crois qu'il y avait 6 ou 9 chaînes de télé au moment où il écrit ça. C'était les tout débuts de LCI, c'était la seule télévision un peu nouvelle qui existait dans le paysage. Et Bourdieu mettait en cause la circulation circulaire de l'information. Et c'était des concepts assez basiques, mais comment dire, il découvrait peut-être avant tout le monde à quel point les pouvoirs financiers et politiques dirigeaient d'une certaine manière les contenus journalistiques, à quel point les journalistes étaient dépendants de ceux qui les payaient finalement. Et comment les types comment dire, manquaient d'originalité et d'informations décapantes, et il y avait cette idée qu'ils commentaient entre eux, quoi. Et il y avait très peu de, comment dire, de types ou de personnages qui réussissaient à secouer tout ça, quoi. Déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, 30 ans après, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 9 chaînes, mais il y en a 150. Tiens, il y a mes chiens qui se réveillent là. Et comment dire, et quand tu vois C'est une menace là, Denis? C'est une menace là? non, 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 mais je peux pas empêcher les aboiements, quoi. Pourtant, je leur ai dit d'être sages, hein. Mais voilà, et donc aujourd'hui, c'est pire, quoi. Enfin, donc il fallait Non, non, réussir aujourd'hui ça, on est d'accord. Toi-même, moi-même, on est allé vers l'image quand même. dans tous mes travaux journalistiques, euh, quand je faisais des documentaires, souvent ils étaient accompagnés d'un livre. Donc j'ai toujours cherché le double impact, y compris dans Clearstream d'ailleurs. Oui. Clearstream, c'est une enquête journalistique, c'est des bouquins, mais c'est à côté des documentaires. Donc j'ai compris assez tôt que si on voulait qu'une information, comment dire, sorte ou qu'elle impacte dans le paysage, il fallait jouer le double impact, la lenteur de l'écriture, etc. Et puis la force des images. Si un type comme André Lucile, PDG de Clearstream, je le fais démissionner à l'époque, c'est parce que dans une interview, il ment et on t'aimant. Quand tu l'écris dans un bouquin, que tu l'as pas à l'image, t'es pas confronté à ce mensonge, tu vois. Et donc voilà, donc très tôt, moi j'ai aussi pensé en termes d'image, quoi. Après, pour la deuxième partie de la question qui concerne Blast, si tu veux peser, enfin ça c'est mon analyse, mais je l'ai compris en fait parce qu'on est venu me chercher aux médias. Avant d'être à l'intérieur de la machine, j'avais pas compris l'impact que pouvait avoir une web TV, quoi, ou une télé sur Internet. C'est assez incroyable quand tu commences à comprendre les codes, la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, etc., qui sont au départ pas ma culture et mon univers premier. Et quand tu comprends ça, tu vois l'impact que ça veut avoir. Et puis, tu sais très bien qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, si tu veux faire du journalisme qui impacte un maximum de monde, bah, il faut que tu sois sur Internet, il faut que tu sois sur YouTube, sur les réseaux sociaux, peut-être un peu moins sur Facebook maintenant, mais il y a quelque chose il y a un travail à mener, mais comment dire, Blast, c'est aussi un site. Et donc, les gens qui s'abonnent à Blast le savent, ils ont accès à des programmes libres que diffuse YouTube, où on doit avoir aujourd'hui 345 000 abonnés, mais il y a aussi un site
Et sur le site, il y a beaucoup de textes écrits, on en publie pratiquement un par jour. Et puis, il y a aussi toutes les vidéos qu'on retrouve. Et nous, à terme, il faut qu'on soit indépendant de YouTube, il faut qu'on ait notre application, etc. C'est ce sur quoi on travaille. Donc là, dans le chat, plusieurs personnes disent leur admiration, et ils exagèrent, pour ce que tu fais sur Blast et tes éditos, etc. Donc je précise qu'on retrouve une partie des éditos de Blast ou même du média dans ton livre, mais que tu en fait habilement assaisonnes. Tu en fais tu en fais une trajectoire qui est ta trajectoire professionnelle, puisque tu refais ta carrière à l'aune de ce que la retraite te demande, en te disant, voilà, vous avez gagné ça, cette année-là, vous travaillez là, etc., etc., ça te permet de recoller un peu les morceaux, c'est ça? C'est ça un peu l'idée du C'est-à-dire bouquin. que, bah, alors, Arrête de nous parler de Blast, parlons du bouquin, on parlera de non, mais Blast justement, après. mais la genèse du livre, c'est en fait une demande de Florent qui savait que, en fait, mes éditos, quand j'ai commencé à les écrire, c'est un travail que j'ai improvisé, je les écris, c'est-à-dire c'est des textes qui sont pas destinés à l'oralité. Et, euh, et puis, je les dis, et puis petit à petit, quand je les joue presque, parce que certains, ça devient presque du stand-up, tu vois, je coupe beaucoup de choses de ce que j'avais prévu d'écrire, et puis je transforme comment dire, je transforme un peu le texte pour arriver plus rapidement à ce que j'ai envie de dire. Et Florent me disait, ça serait bien de faire une sorte de best-of de tes éditos, parce que certains ont été publiés sur le site et pas tous. Puis j'ai commencé à les rassembler, et puis j'en ai viré beaucoup que je trouvais qui vieillissaient mal, etc. Et puis rapidement, si tu veux, l'exercice du best-of, je trouvais ça pas terrible, quoi. C'est-à-dire, j'avais pas envie de faire ça. Et alors, le truc qui s'est passé et qui sans doute a déclenché le livre, il y a deux choses qui ont déclenché le livre. Il y a d'une part mes rencontres avec des journalistes beaucoup plus jeunes, parce qu'il se trouve que en étant dans ces médias-là où je suis souvent sollicité par des écoles de journalistes, où je rencontre des gens qui ont entre 20 et 30 balais, et j'avais quelque chose à leur dire, quoi, que ne leur dit pas les centres de formation de journalistes. Quand je suis allé à Paris au CFJ la dernière fois que j'ai été invité, dans les couloirs, il y a une grande photo de Pascal Praud, tu vois. Donc moi, PFJ, le centre de formation des journalistes. voilà, c'est ça. Je considère que je suis journaliste. Je pense que lui, il a une carte de presse aussi, mais on ne fait pas du tout le même métier. Donc, il y a des choses, j'avais des choses à dire là-dessus. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que tu parlais de cette retraite, c'est-à-dire que quand j'ai été viré, j'ai pas envie de développer tellement, mais les gens qui me connaissent le savent, j'ai été viré d'une manière absolument honteuse et dégueulasse du média. Je me suis dit, bon, bah, je vais me retrouver à Pôle emploi, ça va pas être trop galère. Et puis, je vais me remettre à écrire. Je pensais encore pas immédiatement à Blast. Et là, quand j'ai voulu aller à Pôle emploi, je me suis rendu compte que, que j'avais, comment dire, j'avais toutes mes annuités, tous mes trimestres pour la retraite, ce que j'avais jamais imaginé. Et donc, je me suis rendu compte que moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans comme ouvrier communal, et puis après, j'étais animateur de centre de vacances, j'étais éducateur, enfin, etc., etc. Et donc, j'avais tous mes trimestres. Sauf que j'avais absolument pas préparé ma retraite, et la caisse de retraite, tu verras quand tu y arriveras, mon bon David, il te demande de reconstituer ta carrière, et je me suis retrouvé un peu dans la peau de Depardieu dans Mammouth, tu sais, sauf que j'ai pas pris ma moto, mais j'ai dû retourner chez mes parents, j'ai dû appeler pour retrouver mes fiches de salaire. Par exemple, je me souvenais absolument plus que je gagnais ma vie en 1982 en écrivant des faits divers pour un groupe allemand qui s'appelle Prisma et pour Femmes Actuelles, que j'ai pigé pour Paris Match, que j'ai fait des reportages pour TF1 ou pour France 3. Et donc, j'ai retrouvé un petit peu tout ça, et j'ai retrouvé aussi des textes à moi très anciens. Tu parlais de Santiago, et si tu veux, ça, c'était pas un exercice de nostalgie, mais c'est comme si je redécouvrais mon propre parcours, quoi. Il y a un moment où on te sent nostalgique et assez dur, je trouve, c'est avec Libération. Tu trouves que je suis dur avec Libé? Bah, tu rappelles à plusieurs reprises que c'était pas facile pour toi là-bas, que tu t'entendais pas forcément bien avec tout le monde. Euh, c'est- c'est- C'est pas tellement. Enfin, ce que j'explique surtout, c'est qu'à la fin, si tu veux, je pense que les journalistes, et à juste titre, ne supportaient pas pour beaucoup le statut un peu privilégié que j'avais, qui consistait
à habiter en province, à aller très très peu au journal et à faire en gros ce que je voulais, quoi. Et c'est vrai que quand Serge Julie m'a demandé de venir à Paris, quand il a relancé la nouvelle formule en 92-93, bah, j'ai tenu un an avant de démissionner. J'étais un des premiers à prendre le guichet départ. Tu laissais la place aux jeunes, dont j'étais. Voilà. Non, mais j'avais 40 balais à l'époque, ou Et 45. ben oui, oui, oui. Mais comment dire, j'y arrivais plus, quoi. J'avais envie d'écrire des livres, j'avais envie d'autres choses, quoi. Mais par exemple, quand tu lis Libération aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu, c'est-à-dire le Libé des années 80-90, qui est quand Ouais. même considéré comme le Libé, voilà, à grande période. Quand tu le lis aujourd'hui, est-ce que tu le lis encore d'ailleurs, par exemple? Et je le lis pas tous les jours. Le problème que j'ai, c'est que étant le directeur de la rédaction de Blast, je suis abonné à peu près à tout, quoi. Et donc, je démarre mes matinées en allant sur Google Actu, en regardant plein de papiers, puis ensuite je vais sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'essaie de lire, de regarder Le Monde tous les jours enfin, je sais pas, il y a une sorte de. Et Libération, je le lis généralement, j'y vais 2 ou 3 fois par semaine. Et je trouve que c'est mieux en ce moment. Je trouve qu'il y a des bons papiers, je trouve qu'il y a des bons journalistes. Je je jette pas le bébé avec l'eau du bain, quoi. Enfin, je veux dire, je fais la part des choses. Dans le Nouvel Obs, il y a des trucs que je trouve intéressants. C'est pour ça que ça m'énerve d'ailleurs j'étais beaucoup avec les Gilets jaunes ou avec tu t'es dans des débats, les mecs tu sais, généralisent, quoi, et te disent, mais tous les journalistes sont des salopes. Enfin, tu t'entends tellement ce discours-là maintenant. Et moi je passe pour une sorte comment dire, j'ai une image très indépendante et très Alors, donne. faux par rapport à ce milieu-là, euh, alors que, si tu veux, il y a des gens à l'intérieur de tous ces journaux qui essaient de faire leur boulot, quoi. Même à l'AFP, par exemple. En ce moment, j'en ai beaucoup contre l'AFP parce que ça fait plusieurs fois que je les prends à défaut d'être enfin une officine, j'exagère, mais de faire vraiment des papiers pro-Macron et de se politiser, chose qui était impossible il y a quelque temps. Et, euh, et si tu veux, même à l'AFP, j'ai une ou deux des copains à l'AFP qui me racontent les difficultés qu'ils ont à faire passer des papiers, etc. Mais c'est difficile de résister à l'intérieur de ces systèmes, que tu sois au Point, à l'Express, au Nouvel Obs ou même au Monde. Tu vois, il y a des batailles à mener. Nat la Gitane nous dit sur le Discord de l'émission, on sent bien toute la tendresse que vous conservez pour le prolétariat médiatique, puisque c'est l'objet du bouquin, on y viendra sur la notion le concept de travailleur médiatique, qui exécute le sale boulot de Bolloré, par exemple. Pourtant, c'est bien eux qui font ce sale boulot. Je vais éviter le point Goldwyn et je vais prendre l'exemple des soignants qui tentent tant bien que mal d'éviter de maltraiter leurs patients dans tous les EHPAD du pays avec le succès qu'on connaît. N'y a-t-il pas un moment où continuer à faire son travail dans ce genre de conditions engage l'intégrité morale de l'individu et conduit à un jugement par le reste de la société qui serait, pour ainsi dire, juste? Ah non, mais ça, je comprends, mais là je ne parlais pas de Bolloré, là, pour l'instant. Enfin, je ne parlais pas de CNews ou de cette presse-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai une amie à moi qui se reconnaîtra peut-être, enfin, qui travaille pour le groupe Bolloré et qui monte des sujets et qui a lu mon livre et qui m'a dit que le livre l'avait fait démissionner, quoi. Elle montait des trucs pour Canal et pour Bolloré. Elle a du boulot par ailleurs, mais elle peut plus supporter ce qu'elle fait, ce que je peux très bien comprendre. Quand tu vois que ces médias-là font à ce point la promotion de Zemmour, tu te dis, même à mon petit niveau, il y a quelque chose de c'est ça où tu te prends un ulcère d'estomac si tu as une conscience, si tu veux. Donc je comprends très bien ce que dit cette personne. En même temps, ce que je lui ai dit moi, je lui ai dit, déconne pas, c'est une femme, tu as des enfants, enfin il faut croûter, quoi. Personne ne te reprochera jamais si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Donc assure-toi que tu as des arrières ailleurs avant de partir sur un coup de tête, quoi. Mais elle était tellement dégoûtée, puis c'est pas la seule, quoi. J'en connais beaucoup. C'est-à-dire, il y a ce bouquin de Charon qui vient de sortir qui t'explique que plus de 10% des cartes de presse ont disparu en 10 ans. Enfin, tu connais ces statistiques. Et
à nos âges, on a quand même enfin, je sais pas comment c'est toi. Oui, non, oui, oui, je suis Moi, d'accord, Denis, mais il y a des affaires. homme ou femme, parce que tu as fait une précision sur femme, bon, homme ou femme, il y a quand même un moment où c'est un métier dit intellectuel. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne résistes pas intellectuellement à des ordres ou à une tendance très lourde et que tu es en contradiction avec, eh bien, je pense que tu dois partir. Oui, Ah oui, non, mais là, d'accord. En l'occurrence, elle était monteuse, donc bien c'était pas sûr. du tout la même situation. Non, bien Mais sûr. évidemment, tu vas pas être journaliste. Alors après, tu essaies de te trouver des placards. Enfin, t'es quand même, tu dois. Ben, moi, je suis assez indulgent par rapport à ça parce que si tu veux, faut croûter, quoi. Ou alors, il faut vraiment préparer tes arrières. Et le type qui est lucide et qui dit, moi, je fais de la merde chez Bolloré ou dans n'importe quel, ou chez Pinot ou chez Arnaud, et qui est conscient de faire ça, à un moment, il craque de toute manière. Mais tu peux pas te mettre à la place de ces gens-là qui ont des enfants, tu vois, qui peuvent pas se mettre en danger non plus. Enfin, il y a quelque chose de compliqué. Je le dis parce que je l'ai vécu assez souvent. Et moi, je suis tout sauf un donneur de leçons par rapport à ça, quoi. Travailleur médiatique, c'est une traduction d'une expression américaine. Moi, je l'ai trouvé dans un livre d'Alain Cardo, le sociologue. Et J'allais y venir, j'allais y venir. Mais vas-y, vas-y, vas-y. non, non, mais il parlait de media worker, quoi. Et c'est vrai qu'en gros, Accardo explique que le journalisme est agonisant et que petit à petit, on va être remplacé par des travailleurs médiatiques. Et ça vient des États-Unis, puisque c'est là où on a vu les premiers effets de la mort du papier et de l'avènement du numérique, et où les journalistes, qui étaient quand même une profession qui était quand même de notable un petit peu, avec tous les grands modèles qu'on a en tête de héros du journalisme, de l'investigation, du Washington Post à tout ça, à d'autres titres, ben, petit à petit disparaissaient, quoi, et devenaient des media workers. Et cette tendance, une, deux ou trois ans après, est arrivée en France, où le pire exemple, c'est, comment s'appelle ce groupe? C'est Reward, je crois, qui paye des papiers au mot, enfin, qui a racheté plein de titres, et tu n'as plus de. Puis tu le vois sur Internet, hein, tu as des dépêches AFP qui sont réécrites 10 fois par des machines, des robots, etc. Donc, la tendance est quand même assez lourde à devenir à être remplacé par des travailleurs médiatiques. Mais c'est aussi une expression à double ou triple détente, parce qu'un travailleur médiatique, c'est aussi un journaliste comment dire, qui attire la lumière et qui est médiatique. Et puis aussi, c'est quand on est Laurence Ferrari ou Léa Salamé, ou quand on est Yves Calvi, on est aussi un travailleur médiatique, c'est-à-dire qu'on est le produit de celui qui nous paye, et on est là pour faire de la propagande, même si on s'en cache. Et là, il y a plein de débats autour du journalisme, mais un des débats qui m'agace le plus quand j'écoute parler ces gens-là, qui ont quand même des audiences importantes, c'est des gens qui pensent détenir, comment dire, une mainmise sur la réalité. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont dans ces médias dominants qui peuvent nous dire le réel. Et quand ils traitent des gens comme moi, et je pense être 1000 fois plus journaliste qu'eux, si tu veux le fond de ma pensée, et d'avoir donné 1000 fois plus de preuves qu'eux que je suis un journaliste, et je le dis comme ça, si tu veux, assez rapidement, je trouve insupportable le procès qui nous est fait et qui m'est fait, par exemple, d'être un journaliste. Des fois, c'est gauchiste, des fois, c'est d'extrême gauche, des fois, c'est proche de Mélenchon. Toutes ces choses qui sont fausses, parce que je ne cesse de le répéter. Je ne suis pas je ne suis pas un idéologue. Être journaliste, et je suis beaucoup moins propagandiste que ces gens-là qui sont dans ces médias dominants et qui sont là pour faire perdurer ce libéralisme-là, et qui doivent, si leurs patrons ont acheté ces médias-là, c'est bien pour que eux fassent ce sale boulot, quoi. Et ils peuvent prendre le problème comme ils veulent, ils font un boulot de merde, et ils sont en train de nous mettre dans la tête des valeurs, des idées qui participent à notre asservissement. Point.
le sais, toi, moi j'étais peinard, hein, Je j'écrivais, sais. je faisais les scénarios, je faisais ce que toi tu étais en train de faire avec mes potes et on a des amis en commun. Salut Bertrand. Et là, pourquoi je me retrouve dans. C'est pas une galère, si tu veux. Si j'avais pas envie de le faire, je le ferais pas. Mais j'y suis allé vraiment pour aider au début. C'est-à-dire, aux médias, c'était vraiment des types qui étaient dans la merde, qui m'ont supplié, quoi. Mais quand je dis supplié, je peux t'assurer que c'est vrai. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, quoi. Les deux mecs qui sont venus me chercher du média, Bernier et Cuomo. Et donc, moi, je les ai beaucoup aidés. Je me suis vraiment pris au jeu. J'ai vraiment adoré faire ça. Et puis, j'ai pas vu ce qu'ils étaient en train de me faire en douce parce qu'ils ont eu peur que je m'en prenne à leur. Puis, le média, c'est quand même un sacré panier de crabes. Enfin, bref, ils m'ont éjecté. Si tu veux, je me suis pris des papiers dans la presse. Non, Arrête. mais moi honnêtement, je te parlais pas du média. Je comprends que pour toi, ce soit. Non, mais il y a eu les C'est Blast, mais proche. ça, c'est après. Après, il y a eu Blast avec Vinci Guerra, Non, le mais dernier. par exemple, moi je trouve passionnant dans le bouquin, tu racontes qui dès le départ t'attaque sur l'affaire Clearstream. Il y a Le Monde, il y a Le Point, il y a BHL, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait très très longtemps que tu suscites l'intérêt, on va dire ça comme ça. Voilà. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est comment on vit avec ça. Est-ce que par exemple tu vas sur Twitter, est-ce que tu vas sur Facebook, est-ce que tu arrives à est-ce que tu t'en fous? Tu bloques les gens, tu les bloques pas, tu les lis pas? Sur Twitter, je m'en fous un peu. J'essaie, c'est hyper chronophage. Et j'y vais pas sur Twitter. Il y a une raison. C'est parce que un jour, j'ai écrit un truc sur Facebook sur un banquier londonien, disons un groupe de gens qui étaient très insultants, homophobes, qui s'en prenaient aux gauchistes, etc. Enfin, c'était des déferlantes de haine. Et je les ai, entre guillemets, outés. C'est-à-dire que j'ai donné leur nom, dont l'un d'eux était un banquier franco-iranien qui vivait à Londres. Et ces types étaient organisés en réseau. Et dès que je m'exprimais quelque part, je me prenais des tempêtes d'injures. Ils sont allés photographier mes enfants, photographier ma maison. Ils ont publié des fausses déclarations fiscales. Ils ont dit que j'étais un mec blindé. Enfin, j'ai eu droit à des procès complètement débiles. Et puis, ces types m'ont attaqué en justice. Ça m'a coûté quand même pas mal d'énergie et de temps. J'ai fini par gagner. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont été tous déboutés. Et donc, ça m'a un peu dégoûté de Twitter, en tout cas. Donc, j'y vais des fois. Il y a un compte à moi sur lequel, quand il y a d'ailleurs des éditos, des choses comme ça, des fois, je retweet aussi de temps en temps des trucs. Comme tu es bavard et que tu m'as dit qu'on n'aurait pas beaucoup de temps, je t'interromps maintenant parce que c'est bon. Je t'en prie, David. C'est Non, pas que je suis peut-être trop bavard. mais Mais non. tu sais, j'ai pas l'occasion tellement de m'exprimer sur ce que je fais. Et vraiment, je suis content de le faire, quoi. Donc, Alors, le livre, il est là. Le livre est ponctué de saillies, notamment de sociologues, de chercheurs, etc. Tu viens de parler d'Alain Arcado. Là, on est page 27. Euh, Tu le cites, c'est 4 lignes, et c'est assez dévastateur. Si, dans le principe, il est vrai qu'il n'y a pas de vie démocratique possible sans liberté de l'information, dans son état actuel, la presse est devenue plus un obstacle qu'une aide à une véritable vie démocratique. Monsieur, vous mettez ça à la fin d'un chapitre, hein. On sait ce que ça veut dire, c'est un cliffhanger, hein. C'est pour m'inviter soit à poser le livre, à réfléchir longuement, soit à aller vite au chapitre 4. Mais c'est une phrase qui est très, de mon point de vue très juste, mais dévastatrice. Euh, quand tu lis ça, pourquoi tu continues? mais parce qu'en même temps, c'est une invitation Bien sûr. à faire le job et à aller contre ça, quoi. C'est-à-dire que le journaliste doit être libérateur, on doit sortir des affaires, on doit être un contre-pouvoir, on doit contre-enquêter, enfin, et on doit aller se battre pacifiquement, hein, contre ces gens-là et contre cette idéologie-là. Bien Et sûr. Accardo était et bourdieusien. Enfin, il a vu des choses, ces choses-là, il les a vues il y a très longtemps, quoi. Et tu parlais de Chomsky. Chomsky dit à peu près la même chose. Et il est même beaucoup plus dur parce que lui, il pense que, je sais, enfin, il croit plus aux juges, il croit plus à ce journalisme-là. Puis quand on voit le sort qui est fait à Assange, on a vraiment du boulot, tu vois. Il y a plein de questions dans le chat par rapport à ça. Pourquoi très peu, quasi aucun journaliste de renom s'est indigné de la décision qui a été prise là il y a quelques heures?
Non, mais s'indigner, moi, enfin, tu vois, c'est facile de s'indigner. Moi, j'ai fait des débats, j'ai soutenu le film qui est sorti sur lui. Back Euh, in Justice. j'ai parlé souvent de lui dans des éditos. On a interviewé son père à Blast, mais là, on est face à une mécanique. En France, à part le monde diplo et puis la presse indépendante, les grands médias, enfin, tu vois, l'ont un peu laissé tomber, Assange. Et ça, c'est quand même, il devrait faire la une de tous les journaux télévisés. Tu sais, comme quand il y avait des otages au Liban, tu vois, on Bien devrait sûr, bien dire sûr. Assange incarcéré depuis, j'ai plus le nombre de jours en tête, mais on doit être pas loin de 2000 jours, quoi. Enfin, si on les additionne, tu vois. Et puis, donc, il y a, voilà, c'est. Mais bon, franchement, les gens qui me reprochent de ça, c'est. Non, non, mais arrête, Denis, on te Non, non, reprocherait. mais attends, mais Non, si tu vas sur les réseaux sociaux, je me prends quand même ce genre aussi de critiques. Ouais, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous traitez pas assez du vaccin, pourquoi vous êtes pas dans les combats féministes, pourquoi vous. Putain, t'as qu'une vie, qu'une journée, ça fait 24 heures. Je trouve que à Blast, et en tout cas personnellement, j'en fais assez, quoi, tu vois. je vais page 121 et alors là, tu parles presque de recettes. Je sais pas si tu es cuistot, toi, ou pas, mais tu expliques en fait à quoi obéit le journalisme. Et tu dis, ce qu'énonce un journaliste obéit à des règles qui sont celles des conversations. Je pars de ce postulat. Au fur et à mesure qu'un discours journalistique s'élabore, le locuteur journaliste rectifie, voile son propos, en fonction de stratégies dites illocutoires cachées, en fonction des autres journalistes et de la représentation qu'il se forge de son public. Alors là, je pense que les jeunes journalistes qui t'écoutent au CFJ, si tu leur parles de ça, ils ont de la chance. C'est vachement Non, mais beau. C'est vachement ouais. beau. Mais c'est un texte, en fait, c'est quand j'ai repris des études de. Moi, j'ai fait des études de psycho, donc et de psychologie sociale, et j'ai commencé une thèse que j'ai reprise Voilà. euh, à la fin, au début des années 90. Et ma thèse était d'essayer d'expliquer le fonctionnement des discours médiatiques. Et, euh, et j'apparentais un discours médiatique à une conversation. Dans une conversation, tu essaies de convaincre, et dans un discours médiatique, tu essaies de convaincre aussi. Et il y a ce qui est dit, ce qui est écrit, et surtout à la télévision, ce qui est montré. Et puis, il y a un métalangage, il y a un jeu de gestes, il y a des non-dits, il y a des stratégies, etc. Et c'était tout mon. J'ai fait un DEA là-dessus, en psycholinguistique, et j'ai étudié la grammaire. C'est comme ça que j'ai rencontré Chomsky aussi. J'ai vu que de temps en temps, toi aussi, tu t'as donné à l'interview Zoom, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et on est bien d'accord que la conversation est très dégradée par cette technologie. Ton langage corporel, il est particulier, le mien aussi. C'est pas très bon, quoi. Est-ce qu'on arrive à être quand même dans une conversation d'après toi? Ah ben absolument. Et tu sais, moi, j'ai une vidéo Zoom avec la députée Frédérique Dumas. Ouais, Je l'ai le matin au téléphone. Enfin, elle m'appelle parce qu'elle voulait prendre contact avec justement quelqu'un que j'avais interviewé aux médias qui s'appelle Marc Échinger. Et on ouais. discute et elle commence à me parler. On parle, je la connaissais pas, et on parle d'Emmanuel Macron parce elle avait été macroniste et puis elle avait quitté le groupe. Et je ne sais pas, il est 11 heures du matin quand on discute. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites à 14 heures? Et elle me dit rien. Pourquoi? Elle dit, je peux vous faire un entretien Zoom. On poursuit cette conversation ensemble. Elle Ouais. me dit, d'accord, très naturellement, quoi. Malheureusement, aux médias, ils ont censuré aujourd'hui cet entretien que j'ai fait avec elle parce que enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai fait cet entretien. Il est formidable, cet entretien, parce qu'il est très naturel, et elle raconte des choses. Comme elle était de l'intérieur de la Macronie, ce qu'elle raconte prend une dimension de dingue. Et je crois quand ils l'ont censuré aux médias, on était à 4 millions de vues. Quand il se passe quelque chose entre deux personnes, que ce soit Zoom ou que ce soit sur un plateau, franchement, ce qui compte, c'est l'interaction et l'intérêt de ce qu'on dit, quoi. Après, c'est vrai que quand les conditions sonores ou d'image sont dégueulasses, c'est un peu plus dur à tenir. Mais moi, je crois beaucoup, enfin, quand on était séquestré sous Covid, là, j'en ai fait beaucoup, et c'était vachement bien. Là, je viens d'en faire un qui va passer entre Noël et Nouvel An sur Blast avec Piaget, le syndicaliste de l'IP. C'est Ouais, bien génial, sûr, quoi. bien sûr. Parce que lui, il est à Besançon, etc. Et des fois, quand les gens sont à l'étranger, j'en ai fait de très Comment bons. ça, à Besançon, c'est l'étranger pour la Moselle?
Non, non, mais Charles Piaget, il doit avoir quel âge il a? Peut-être 95 ans, tu vois, donc il se déplace Ouais, difficilement bien tous les sûr, jours. bien sûr. Voilà. Balzac, évidemment, tu convoques, comme on dit aujourd'hui, et au poste on le dit, tu convoques Balzac, et notamment à la fin. Et là, ça me plaît beaucoup parce que tu parles de la littérature. Tu dis, la littérature permet de mieux lire le réel et le monde qui nous entoure. Je suis une sorte de Rubempré, donc Rubempré, on rappellera qui il est. Aux yeux de certains, je suis resté provincial, mon père s'appelle Lucien. Donc Lucien Rubempré, c'est un des personnages phares de Balzac. C'est ce journaliste, ce jeune homme d'Angoulême qui vient à Paris, poète génial, qui va devenir journaliste. Et Paris va le recracher et il va repartir endetté à Angoulême pour aller très vite. Hein. C'est ça. C'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est Les Illusions perdues C'est de ça. Balzac, qui est quand même un grand livre que j'ai relu récemment, puisque j'étais allé voir le film de Gialli, que j'ai trouvé très bien. Ouais, il est bien. Une Franchement, période. il est bien. Ouais. Et alors? Et non, l'idée de la littérature, je relis du Denis Robert, donc, la littérature permet de mieux lire le réel et le monde qui nous entoure. Bah, Et, c'est-à-dire que, ouais, non, mais pour moi, c'est d'une telle évidence. Si tu veux, les livres qui m'ont marqué sont pas des livres de journalistes, si tu veux. bah Et oui. j'ai dû écrire 30 bouquins, ou même, enfin, il y a des scénarios, il y a des choses comme ça, mais mon travail d'écrivain, puisque et souvent d'ailleurs, on a dit par exemple, des bouquins qui a le mieux marché, qui s'appelait Pendant les affaires continuent, on a dit un livre de journaliste. Mais c'était pas un livre de journaliste, c'était l'écrivain que j'étais qui me regardait en tant que journaliste. Un journaliste met en perspective, un journaliste, un écrivain met en perspective, raconte une histoire, etc. Et use parfois de fiction. C'est Hunter Thompson, la fiction est le meilleur chemin pour dire le réel, etc. Et c'est vrai que quand Balzac Tu le cites là dans le bouquin aussi. Ouais, ouais. ouais, mais moi j'adore Tom Wolfe, j'adore Richard Brotigan, et ce sont ces livres-là qui m'ont marqué. Et c'est vrai que la lecture de Truman Capote et de Sang-froid a changé ma vie, comme plus tard la lecture de Cavana que j'ai rencontré, avec qui j'ai fait un film, etc. Mais Truman Capote, si tu veux, quand je lis de Sang-froid, c'est une amie journaliste qui me le passe à la fin des années 80, alors que je suis journaliste jusqu'au bout des ongles, à Libération, enfin, j'ai fait l'affaire Villemin, je suis dans les enquêtes, etc. Mais quand même, si tu veux, je trouve que les pages d'un journal sont un peu étroites par rapport à la fusion que j'ai dans la tête, quoi. Et, euh, et, euh, et Truman Capote, sur 200 froid, livre qu'il a mis 12 années à écrire quand même. Donc, parce que moi, dans mon premier roman qui s'appelait Chère Mathilde, je veux faire mon petit Truman Capote, mais au bout de 6 mois, je suis fatigué, quoi. Ça, le Denis Robert, je suis fatigué, c'est une technique de Sioux pour faire 4 projets à la fois. Hein. Je sais. Tu passes ton temps à nous dire, oh j'étais fatigué à ce moment-là, j'étais fatigué, et puis en fait, la page d'après, ah oui, alors je fais un film, ah oui, c'est mon troisième livre. Non, non. Mais tu sais, écrire ce livre, enfin, j'étais content de l'écrire, hein, ça m'a occupé de juin, disons, à septembre cet été. J'avais plein de petits textes, des choses. En fait, je l'avais en tête depuis 30 ans, ce bouquin, mais comment dire, il m'a pris en traître un peu. Parce Mais qu'il y a presque Denis, la question que je veux te poser, c'est en effet, moi c'est ça que j'aime chez toi, c'est le côté multicarte, documentariste, peintre. Derrière toi, il y a une de tes peintures, plasticien, patron de presse maintenant, journaliste, romancier. Tu as écrit des romans, soit des romans à clé comme celui sur le football, soit des romans érotiques comme Le Bonheur, hein, traduit dans 22 livres, qui a fait ton confort, on va dire. Euh, et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, alors que tout ton livre montre combien tu es vigilant sur comment le journalisme est en train de se transformer en autre chose, pourquoi tu restes là-dedans? Pourquoi tu rempiles là-dedans? Alors que toi-même, tu dis à la fin du bouquin, finalement, la littérature pourrait me permettre de raconter le réel. et je te réponds en 2 mots, gilets jaunes. C'est vraiment les gilets jaunes. Ouais. C'est-à-dire que j'habite en province, je vois émerger ce mouvement, même avant, c'est-à-dire tout au début du mois de novembre 2018. À la station essence, au bistrot de mon village,
mes copains, je me rends compte que tout le monde est fauché. Enfin, je vois la violence et la misère, et je vois émerger ce mouvement. Et sur Facebook, très tôt, je prends un gilet jaune et j'essaie de montrer ma solidarité de travailleur médiatique ou littéraire avec ces gens-là. Et si tu veux, moi j'ai beaucoup d'amis, je suis très entouré, j'ai des potes qui sont universitaires, des potes prolos, etc. Mais je ne supporte plus à ce moment-là mon statut d'écrivain, mon confort, à faire des documentaires, à me creuser la tête, parce que j'ai un éditeur que j'aime infiniment, qui s'appelle Bernard Barrault, qui me suit depuis 30 ans, même plus maintenant, et Bernard attend mon roman, et donc j'ai ça en tête, j'ai plusieurs éditeurs qui me proposent des choses, mais si tu veux, quand je vois ce qui se passe avec les Gilets jaunes, la misère de ces gens-là, et les mensonges médiatiques autour d'eux, enfin, c'est pas à toi que je vais dire ça, hein, mais j'ai une sorte de je me dis, je peux pas rester mon cul sur ma chaise dans mon bureau à prendre des droits d'auteur, à faire comme si ça n'existait pas. Donc, c'est aussi pour ça que je dis oui aux médias et c'est aussi pour ça que je lâche pas l'affaire. Et quand je vois, si tu veux, aujourd'hui Macron, Zemmour, je me dis, putain, heureusement qu'on est là, quoi. Heureusement qu'on est en train d'essayer d'inventer ce média. Et il y a comme un devoir, mais il y a aussi du plaisir. C'est pas un sacerdoce non plus. J'aime faire mes éditos, j'aime aider des gens, j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus. Moi, j'ai rien à prouver, si tu veux. Donc, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus fédérateur à Blast. Que tous les médias indépendants, la chance qu'on a, c'est on n'est pas sur abonnement. Donc, j'ai envie de faire de la promo. J'ai envie tu vois, que tout le monde, qu'on soit rassemblés, quoi. Parce que l'union fait la force. Et en face, ils sont super forts, quoi. Donc, il y a ce combat-là à mener. Et si je veux me regarder dans une glace, c'est quand même je crois que ma place est là aujourd'hui, quoi. Alors à propos de ton éditeur Bernard Barrault, il y a une lettre magnifique qu'il t'écrit sur la littérature. Je laisse le plaisir de la découverte à ceux qui achèteront le bouquin qui est vraiment super. Les Gilets jaunes, c'est aussi Jacqueline Moreau qui rejoint Zemmour sur scène. Si tu parles d'elle, si tu veux, dès le départ, elle fait cette vidéo, mais il y a des tas de connards chez les Gilets jaunes, hein. Comme il y a des tas de connards chez les profs, chez les journalistes, chez les magistrats, je veux dire, il y a une proportion. Bon, là, les Gilets jaunes, enfin, c'est toute l'histoire de cette colère ouvrière, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui le Parti communiste est remplacé par le Rassemblement national, pourquoi la gauche n'y arrive pas, etc. Tu sens que les gens sont perdus et vont au plus facile, quoi. Pour moi, Jacqueline Moreau est une idiote qui se laisse bercer d'illusions, et il y a vraiment un fond de racisme. Enfin, je veux dire, comment peux-tu soutenir Zemmour, donc en gros, la parole de Zemmour, c'est les émigrés dehors, c'est la France blanche, etc. C'est quand même ça, c'est les gros fachos qui sont derrière lui. Alors après, les gens qui font comme si Zemmour était pas raciste, etc. Je veux dire, le simple recul, l'analyse de ses textes, de ses condamnations judiciaires montre que ce type est raciste. C'est même d'ailleurs le grand rabbin j'ai oublié son nom, Gilles, qui le dit dans une interview. Il est non seulement raciste, mais il est antisémite. Pour un juif, c'est un peu compliqué. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc, et je pense que voilà. Donc, effectivement, il y a des gilets jaunes. C'est facile de dire les émigrés dehors, mais c'est plus difficile de lire les derniers chiffres de l'OCDE qui te montrent que les migrations en France rapportent de l'argent et n'en coûtent pas. Et c'est comme tous ces connards qui font tu sais très bien le parallèle en disant, tu sais, quand tu dis l'évasion fiscale, etc., tu as des gens qui viennent te parler des fraudes sociales, quoi, en disant oui, mais les émigrés, les familles nombreuses, toutes les fraudes sociales, etc. Je veux dire, c'est un rapport de 1%, quoi. Pour 1 million détourné en fraude sociale, il y a 100 millions en évasion fiscale. Ça reste le problème numéro un. Et Emmanuel Macron, j'ai fait un dernier édito là où je dis que l'échec du journalisme a produit Macron et produit aussi Zemmour, quoi. Macron, c'est quand même un président depuis 5 ans qu'il est au pouvoir. Il y a eu une interview avec Bourdin et Plenel, mais ils étaient tellement impressionnés, Plenel et Bourdin, qu'ils n'ont pas été très bons dans l'interview de Macron. Mais Macron, il est en roue libre depuis 5 ans. Je rappelle d'ailleurs qu'à la fin de cet entretien, ils s'étaient tous les trois donné rendez-vous tous les ans et ça n'a pas eu lieu. Alors, moi, je pensais que ta réponse, j'avais bien senti les gilets jaunes parce qu'il en est beaucoup question dans ton bouquin, mais il est aussi question des milliardaires qui possèdent 90% des titres. Et les mêmes questions, et je pensais que c'était ça
qui t'avait ramené dans le game, comme on dit au Québec, des milliardaires et des gilets jaunes. Page, par exemple, je sais plus combien, 40, 39. Tu nous parles de Drahi, BFM, la télé qui enfonce samedi, les Gilets jaunes s'est construite grâce à des fonds provenant de paradis fiscaux. Ces bénéfices filent vers ces mêmes paradis fiscaux via une myriade de sociétés appartenant à Patrick Drahi, son boss. Plus loin, tu écris: le journalisme est mal barré. 3 milliardaires se tapent dessus. Pigasse, Niel, Kretansky à propos du Monde, et ainsi de suite. Très régulièrement, évidemment, tu reviens sur ces milliardaires. Est-ce que tu peux nous redonner un peu le topo de la situation? Est-ce que je me gourre Non, si... tu te gourres pas, mais si tu veux, c'est quand même tout le monde leur tape dessus. Enfin, dans nos milieux, c'est assez facile de dire, de dire que 90% de ce qui s'est dit et de ce qui se publie dans ce pays leur appartient, quoi. Mais après, enquêter sur eux, moi, en ce moment, je cherche des fonds à Blast parce que je veux faire une enquête sur Drahi. Drahi, c'est quand même un des types les plus endettés non seulement de France, mais du monde. Il est arrivé à un niveau d'endettement qui est supérieur à celui de Donald Trump au moment où Trump était aux États-Unis. Ouais, Et d'ailleurs, tu dis que tu es plus riche que lui, parce que t'as pas de dette. ben voilà. Ça me fait Et, marrer. et d'ailleurs, dans un de mes précédents livres qui s'appelait Les Prédateurs, j'avais découvert que Albert Frère, le milliardaire belge, payait moins d'impôts proportionnellement que sa femme de ménage. Donc, il y a un vrai scandale par rapport à ça, quoi. Mais après, quand tu vas dire qu'avec tes petits bras, tu vas lutter contre des milliardaires, moi, ils me font des procès, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi qu'à Blast, on a besoin d'être soutenu. Et là, BHL, Bernard-Henri Lévy nous a fait un procès, tu vois, parce qu'on a publié toute cette enquête qu'on a faite sur le Qatar, où on a raconté comment le Qatar avait viré 9 millions d'euros à Bernard-Henri Lévy. En tout cas, on a l'ordre de virement. Il nous a fait un procès en diffamation qu'il a perdu. Et en permanence, si tu veux, on est sous pression. Donc, tu as vu Bolloré, dès qu'un journaliste parle de lui, tu as des plaintes. Là, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles dans Blas. Par exemple, l'une des bonnes nouvelles, c'est Jean-Baptiste Rivoire et Yanis Mamdi, mes copains qui lancent Off Investigation, qui font ce documentaire de 40 minutes sur Alexis Collère. On le diffuse sur Blast. Il en est à 1,2 million de vues. Ce que je veux dire, c'est que j'y crois beaucoup parce que je pense qu'on n'en est qu'au début de cette histoire-là et qu'il faut absolument qu'on puisse, c'est l'ambition de Blast, faire des enquêtes et publier des vidéos d'enquête sur Internet et trouver des moyens de les financer. Il y a pas mal de questions qui remontent du chat en disant, je dis de mémoire, il y a quelques années, je trouvais pas grand-chose à lire sur le web. Aujourd'hui, il y en a trop, il y en a partout. Et d'ailleurs, quand tu interviews Rivoire, à un moment donné, ça me fait rigoler parce que je ne sais pas si tu as langue à fourcher, mais tu dis, faudrait pas qu'on soit concurrent. Mais est-ce qu'en effet, il n'y a pas en ce moment une surabondance finalement de contenu indépendant? Donc pour les gens, c'est très difficile de suivre. À qui donner, quand donner, entre reporters, Blast, le média, QG, Mediapart, Street Press, Off, dont tu viens de parler, les ONG. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire que de ces médias-là, on est le seul média qui a une. D'abord, il faut financer tous les médias selon son cœur et selon son envie d'aider, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, individuellement, ils font ce qu'ils veulent. Mais Bien ce que sûr. je peux dire, c'est que nous, à Blast, on est les seuls à pas être sur abonnement. Abonnement au sens, on s'abonne à Blast pour être membre d'une communauté, pour participer à des masterclass, pour avoir une newsletter. Enfin, et puis pour avoir quelques micro-programmes privilégiés, si tu veux. Mais on est le contraire de Canal+. Mais je pense qu'on peut devenir, si ça marche bien, on peut devenir le Canal+ en termes de réussite économique, hein, des années 2020. C'est-à-dire que Canal avait 10% en clair et 90% en crypté, et inciter les gens avec leurs programmes en clair pour que les gens aillent voir du crypté. Et nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui s'abonnent à Blast ou qui nous font des dons sont des gens qui veulent financer une information libre pour tous. Et donc, qui veulent financer des enquêtes et tout, et qui veulent pas
que justement qu'il y ait un abonnement, qu'il y ait un paywall, que pour pouvoir accéder à une information, il faille payer, etc. Les gens qui financent Blast, ils financent pour que l'information soit libre d'accès au plus grand nombre. Donc la vocation de Blast, et je le dis depuis le début, mais Rome, c'est pas fait en un jour, hein, donc ça va nous prendre du temps, c'est de fédérer. C'est-à-dire que moi, mon rêve, entre guillemets, mon ambition, c'est pas du tout d'être chef ou patron, je m'en fous. Le jour où je pourrais m'effacer, je m'effacerai, si tu veux. J'ai pas grand-chose à prouver et je me sens pas, j'ai pas une mentalité en plus de patron ou d'entrepreneur. Je suis écrivain, etc. Je le fais par obligation et parce que je sens que c'est une nécessité. Mais je voudrais qu'on fasse un club de la presse, je voudrais qu'on fasse une émission littéraire. Tu es heureux de ce que Blast produit pour l'instant? Ça correspond à ce que tu as envie? Je te demande pas de balancer des noms. On a commencé à exister vraiment au 1er avril, donc ça fait même pas 9 mois. On a démarré un tout petit peu en mars, mais ce qu'on a fait, c'est quand même, on démarre d'une page blanche, hein. On a 0 abonnés, hein, quand on démarre. Il y a la campagne Kiss et puis on démarre, quoi. Donc, quand tu vois la quantité, tu vas sur YouTube et tu tapes Blast, tu vois la quantité de vidéos, ce qu'on a produit en économie, en écologie, en politique, en actualité, ce qu'on a sorti comme enquête sur le Qatar, les éditos, les entretiens, etc. C'est quand même foisonnant, c'est quand même incroyable. Et une des difficultés, c'est qu'on a une grosse masse salariale, parce que tout le monde est payé, convention collective, etc. Mais comment dire, on est quasi en sous-effectif. Moi, je travaille pratiquement 7 jours sur 7, tu vois, et tout le monde est un peu au taquet à Blast, tu vois, parce que derrière Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, je Il y a un confirme. directeur de programme, il y a un directeur de production, il y a une directrice financière administrative, il y a une personne qui s'occupe des abonnements et des prestataires, etc., etc. Il y a évidemment des monteurs, il y a des cadreurs, on est 20, 25 à être salariés tous les mois. On a 150, à peu près 150 000 euros tous les mois à lâcher, quoi. Et ça, ce ne sont que le produit des dons et des abonnements. Mais on est en train de réussir notre pari. Je crois on est en train de gagner, surtout avant la fin de l'année. Là, comme quand on s'abonne, je fais un peu de pub, quand on s'abonne à 60 euros, on a, je crois, 30 euros ou 25 euros de remboursement de crédit d'impôt, en plus d'être abonné. Quand tu fais un don, tu donnes 100, tu récupères 66. Donc là, jusqu'au 31 décembre, c'est pour ça qu'on a fait des vidéos. Ça, c'est super, mais c'est valable pour ceux qui payent des impôts. Ouais, bah ceux qui payent pas d'impôts, même s'ils donnent 1 euro, c'est un soutien formidable pour nous, quoi. Je te dis, c'est l'idée d'appartenir à une communauté, d'être prévenu avant les autres, etc. Mais c'est vrai qu'on a c'est d'ailleurs les choses les plus marquantes et les plus touchantes pour moi, c'est de recevoir des lettres de gens qui me disent, voilà, je suis au RSA ou je suis au chômage. Mais toi qui es un styliste, vraiment, là, on se marre, parfois on pleure, enfin bon, il y a. Est-ce que tu considères que Blast a du style? Écoute, Est-ce que des émissions de plateau, ça peut avoir du style? Est-ce que. bah, Ou pour l'instant, c'est le fond qui prime? c'est le fond qui prime, on cherche des formules. Moi, je suis assez content des éditos qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, après, dans ce que je fais moi, mes entretiens, il y en a que je réussis, d'autres un peu moins. Mais je suis plutôt content de ça. Ce que fait Serge avec les émissions politiques, il a un style qui peut sembler peut-être, il a une manière que je trouve moi qui me plaît bien. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a 60 balais, il raconte la politique qu'il connaît tellement bien, mais ça a du style. Salomé ou Paloma en économie, en écologie, ce qu'elles font, l'écologie par exemple, c'est vachement dur de toucher beaucoup de monde, mais c'est des sujets souvent difficiles. La manière dont elle le fait, c'est vraiment bien. Il y a une sorte de constance. Et Salomé, bon bah, elle est très douée, elle explose en la manière dont elle explique l'économie, etc. En plus, après, on a le couteau suisse Antoine qui est sur tous les coups et qui il fait des vidéos qui font beaucoup de vues. Donc, On rappelle à ceux qui nous écoutent hein, que sur le canal YouTube de Blast, l'émission qui marche la moins bien, mais de très loin, c'est Au Poste. oui, C'est Au Poste. mais Merde.
C'est pour ça que j'ai dit à Mathias de te dire, le problème des hauts postes, enfin, tu diffuses, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'au début, tu fasses 1 minute 30 pour donner envie aux gens et de comprendre l'enjeu de la conversation qui va suivre. Et je t'assure que ça manque. Et on va faire le test et tu verras que ça va grimper en audience à Ah partir. bah évidemment, il va y avoir écrit Denis Robert, ça va marcher. C'est une annonce que je fais parce qu'on n'a pas encore rendu public, mais on va en parler. C'est que le JT à la con de Bruno Gassiot et de Patrick Chanfray et de Aude revient en février prochain. On fait les 100 derniers jours ou les 80 derniers jours des présidentielles avec tous les jours un JT décalé. Ça a fait entre 50 et 100 000 vues, mais la formule commençait vraiment à fonctionner vraiment bien, quoi. Mais c'est lourd, quoi, parce que tu peux imaginer en production, ça veut dire qu'ils écrivent le matin, ils l'enregistrent, puis il faut monter, puis ça sort le soir, quoi. Quand les Guignols faisaient ça, ils étaient 70 à le faire. Nous, on est 5, tu vois. Et c'est un programme aussi en accès libre, mais ça met de l'humour et un peu de distance, et c'est très politique, finalement, le JT à la con. Tu poses une question à Pro, Pujadas, Calvi, Patrick Cohen, Apolline de Malherbe, Bourdin, El Kabache, Geoffrin. Une question qu'on leur pose jamais. Je voudrais juste leur demander de réfléchir à cette question basique. Vos propos, votre esprit critique, votre libre arbitre sont-ils influencés par le salaire que vous touchez? Est-ce que tu te souviens? Alors ça, c'est page 112. Christophe Castaner qui va être, on revient au gilet jaune, à peine interviewé, il est au sommet de sa gloire, il est ministre de l'Intérieur, tu écris ceci. Donc il est interviewé sur France 2 dans l'émission dont le titre s'appelle l'émission politique, c'est très, très original. Donc, et tu écris ceci. On a très peu parlé des gilets jaunes, comme si tout le monde avait admis que le problème était réglé. On était au cœur de l'événement. Hein. C'était gênant de voir des journalistes si peu entreprenants, si peu connectés au monde. C'était déshonorant pour eux, mais bon, on a vu pire. Les violences policières ont été renvoyées dos à dos avec les violences des manifestants. 15 minutes sur près de 3 heures d'émission. Ah oui. J'imagine que tu partages mon agacement. C'est un mot gentil. Enfin, comment on peut être Yves Calvi, comment on peut être Léa Salamé et se regarder dans une glace et penser qu'on fait du bon travail. Ça me semble, surtout quand on fait ce qu'ils font, enfin dans ces périodes-là, la manière dont ils ont traité avec tellement de dédain ces gens-là. Alors peut-être, là je regardais le reportage photo de Serge D'Ignacio qui inlassablement, tu l'as accueilli la semaine Bah oui, dernière. bien sûr. Et Serge, il fait un travail incroyable, il est d'une constance. D'ailleurs, il s'en veut. D'ailleurs, il s'en veut. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ont écouté Serge, manifestement, tu as joué aussi un rôle dans l'existence de son livre. On est là, dont on a parlé longuement avec son éditeur, qui est un ami à toi, Yannick Kergoat. J'imagine que tu les as mis en relation, un truc comme ça. Voilà. Et Serge s'en veut d'avoir oublié de parler de toi à Non, mais l'émission. c'est pas grave. Mais là, je regardais son reportage photo de samedi, là. Il y a 2 jours, les Gilets jaunes étaient encore là, quoi. Alors, ils sont mangés par les antivax, mais le mouvement, quand même, a été. Enfin, tu vois bien, tous les samedis, il y a des milliers de Gilets jaunes qui continuent à manifester. Il y a des tentatives sur les ronds-points et tout. Le mouvement a quand même été étouffé. Bon, la police a joué un grand rôle, comme tu le sais, mais les journalistes ont participé à cet étouffement. Et souviens-toi, enfin, tu es bien placé pour Ah ça. bah, là, par exemple, cette émission, j'ai été très heureux de te lire parce que, Rial, si tu as le lien, tu peux le donner. Parce que figure-toi que Castaner, c'est la seule fois où il avait attaqué publiquement mon travail, en direct, sur France 2, donc avec 2-3 millions de personnes. Et le lendemain, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, Le Monde, les décodeurs du Monde, ont appelé la place Beauvau, en disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire le ministre? Et le titre était merveilleux, c'était La confusion du ministre, avec confusion entre guillemets, genre les mecs ils rétro-pédalaient derrière, ouïe aïe 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 catastrophe. Donc j'étais assez heureux effectivement de lire dans ton bouquin ce passage-là. Mais la question plus profonde que je veux te poser, c'est est-ce que c'est facile de se considérer encore journaliste quand on voit ce que le journalisme est devenu? Moi, par exemple, j'ai du mal à me dire journaliste. Je dis, je ne le suis plus. Écoute, on fait pas le même métier, eux et moi, mais je suis plus journaliste qu'eux et je considère C'est évident, bien sûr. que tu l'es toi aussi. Enfin, je veux dire, en même temps, toi, tu n'as plus d'activité.
enfin là tu fais au poste, mais t'es dans une période où tu écris des livres, où tu as eu des années de ma vie qui étaient consacrées uniquement à ça, et j'en suis sorti depuis quelques temps. Je te dis, le hasard et la nécessité, quoi. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, effectivement, oui, je me considère comme journaliste. Après, j'ai commencé à écrire un roman la nuit, enfin, tu vois, mais j'ai du mal. Peut-être que l'année prochaine, j'arriverai mieux à aménager mon temps pour me remettre à écrire. Mais il faut aussi avoir, en ce moment, la réalité est tellement forte que j'ai du mal avec la fiction, quoi. Page 145, tes copains de Libération, alors à ce moment-là, tu sors plein d'enquêtes, Gérard Long et d'autres, euh, et certains te disent arrête de tout noircir, tu fais monter Le Pen. Hmm. Il y a des études sociologiques qui ont démontré qu'en effet, avant les fake news, avant les réseaux sociaux, il y aurait eu un lien entre l'investigation des affaires qu'on appelait politico-judiciaires ou financières à une époque, et effectivement la montée des populismes. Comment toi tu vis ça? En sachant que bien évidemment, tout ce que tu as dénoncé, enfin, voilà, c'était pas inventé, tu gagnes tes procès, c'est courageux, etc. Mais au-delà de ça, l'effet Non, mais secondaire, c'est pas le médecin qui invente la maladie ou le thermomètre qui décide de la fièvre, si tu vois l'idée, quoi. Si tu veux, les responsables de la montée de l'extrême droite, du racisme, etc., ce sont d'abord les politiques. Et les gens sont parfaitement conscients, enfin, d'une manière intuitive, de l'état de corruption de ce pays. Et justement, un des entretiens que j'ai fait pour Blast et qui va paraître un peu avant Noël. Je viens de lire un livre de Vincent Jauvert, le journaliste de l'Obs, qui s'appelle Mafia d'État. Et quand tu lis son bouquin, qui est un bouquin sur la haute fonction publique, la manière dont les gens sont payés, tous ces hauts fonctionnaires, et il parle de mafia parce qu'il y a une sorte d'organisation euh, où les types se renvoient des ascenseurs et tout, des types connus, hein, il y a des noms, etc. Et quand tu lis ça, tu as une sorte de dégoût, quoi. Alors, faut-il écrire ce genre de livre? Faut-il faire cette enquête sur ces mafias d'État? Et oui, à l'évidence, parce qu'il y a besoin de réformer tout ça, de changer tout ça. je te renvoie à l'idée que tu as le journalisme de dénonciation, on va dire que c'est celui-là, qui a eu des heures de gloire, qui les a toujours, et qui est extrêmement nécessaire, mais qui a avalé ce qu'on aurait pu appeler le journalisme de compréhension, c'est-à-dire le reporter, quoi. Hein, celui, et tu en as fait des reportages, tu en parles dans ton bouquin, Ouais. celui simplement qui raconte la zone, quoi, qui raconte la vie, qui raconte et qui n'est pas nécessairement dans la dénonciation et qui ne donne pas forcément Mais dans l'impuissance. c'est aussi pour ça que j'ai démissionné de Libé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression de devenir un auxiliaire de justice et que Voilà. en publiant des PV, en travaillant avec des juges d'instruction ou des parquetiers qui voulaient dénoncer des politiques, comment dire, je crée des alliances qui étaient contre nature, si tu veux. Donc j'avais envie de. C'est pour ça que quand tu fais des livres, même quand tu fais des livres d'investigation ou quand moi j'ai toujours envie de mettre en perspective l'information. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise souvent la première personne. C'est pas un jeu qui s'exhibe, mais c'est un jeu qui met en perspective. Et je pense que il faut que le lecteur comprenne pourquoi un auteur s'engage, parce que souvent un livre d'enquête, ça te prend des années, tu vois. Et, euh, et c'est Serge Danet, je le cite Tu le dans cites mon souvent, bouquin, oui. Serge, À deux, trois que j'ai reprises, ouais. croisé avant sa mort, qui disait, en gros, il le dit mieux que moi, mais il dit le journaliste veut toujours faire croire à son lecteur qu'il vient d'une planète où ça se sait. Et donc le journaliste condescend parfois à expliquer des choses, etc. Il y a comme une sorte de mythe que le journaliste construit lui-même. Et moi, Serge, quand il expliquait ça ou quand il l'écrivait dans un livre qui s'appelait L'exercice était formidable, monsieur. Enfin, c'était un super bouquin. Ouais, ouais. C'est lui aussi qui m'a formé, tu vois. Quand je parlais des gens qui m'ont impressionné ou souvent je pense à eux et je reviens sur eux, ben, Serge Danet en fait partie, quoi. Et si je suis devenu le journaliste que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces parrains. Alors parmi les parrains, il y a Chomsky, dont tu dis
il a bouleversé ta vie. Tu reviens à plusieurs reprises sur lui, et notamment page 247, où tu racontes un entretien enfin un film que tu as fait avec lui, qui est une interview. Alors d'abord, il y a un truc que je trouve absolument succulent, c'est que tu dis que lui, il est vraiment sympa, mais sa femme, elle est à côté, elle minute. Moi, ça m'a fait marrer. Non, le livre s'appelait 2 heures de lucidité. Je l'avais fait avec Véronika Zarakovic, C'est ça. qui est aujourd'hui journaliste à Télérama, et on était allés tous les deux à Sienne, en Italie. On a rencontré pendant une semaine Chomsky dans un monastère en Italie, et on a fait 3 ou 4 séances avec lui. Et c'est vrai qu'il y avait sa femme qui minutait en permanence. Et Chomsky était très généreux, il avait envie de passer du temps avec nous, et ça reste un grand souvenir. Et c'est intéressant parce que au moment où j'écris, où je veux faire ce livre, je fais la tournée de tous les éditeurs, Fayard, Stock, Flammarion, Gallimard. Personne en veut parce que on est à la fin des années 90. C'est vraiment Chomsky, antisémite, qui a fait la préface de Forisson, etc. Et j'ai du mal c'est les Arènes qui vont publier le bouquin, il va être traduit dans plusieurs pays. Et le paradoxe, c'est qu'après, c'est Fayard qui avait refusé le bouquin. Aujourd'hui, publie Chomsky, c'est plus les mêmes personnes, mais là, il y avait tout le travail. C'est-à-dire, on trouve toujours les mêmes, les Philippe Val, les Bernard-Henri Lévy, les Caroline Forest, tous ces gens-là qui te sortent l'antisémitisme dès que tu veux faire du journalisme, quoi. Ou les anti-complotistes, tu sais, les Conspiracy Watch et tous ces mecs-là. Dès que tu vas sur ces terrains-là, de Chomsky et tout, j'ai fait des débats déjà avec eux, ils te ressortent ces conneries. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors, tu réponds à ça dans le bouquin, mais surtout, et je trouve ça plus intéressant, tu nous fais part de la pensée de Chomsky, et notamment sur ce qu'on appelle le néolibéralisme, un transfert de pouvoir des citoyens à des entités privées. Une multinationale n'est jamais responsable, ou quasiment pas, devant le public. Ce qui t'amène 200 pages avant à dire que quand YouTube te censure, alors en fait, te censure financièrement, c'est-à-dire la vidéo peut plus être monétisée ou elle est interdite aux moins de 18 ans, tu as cette phrase toute bête, tu dis, quand ça arrive, on ne sait pas à qui s'adresser. Il n'y a personne chez YouTube. Et ça, je trouve ça très fort. Parce qu'en effet, un YouTuber, quel qu'il soit, il n'a pas de référent. On peut en trouver, mais ce qui se passe, c'est que c'est toutes les tentatives de censure de ce pouvoir-là, de ce pouvoir macronien, avec les lois qui sont contre l'incitation à la haine et à la violence. Moi, j'ai eu plusieurs de mes éditos qui ont été victimes de ça, et j'ai été victime de ça, c'est-à-dire que parce qu'on publiait des images de manifs violentes, il y avait des plaintes ou des trolls macroniens qui écrivaient à YouTube, et soudain une vidéo qui faisait, je sais pas moi, 100 000 vues en 3 heures, donc qui était prédestinée à faire 2 ou 3 millions de vues, un édito, quoi, parce qu'il y a des moments, ça pouvait prendre ça, paf, comment dire, le courant est arrêté, quoi. Et c'est très grave parce que ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, certains sur YouTube, comme sur Facebook, les algorithmes, on ne sait pas très bien, enfin bien malin et bien intelligent, celui qui peut dire comment ça fonctionne, pourquoi certains programmes sont promus et pas d'autres. Nous, ils ne sont pas monétisés pour l'instant. On refuse la publicité chez Blast, mais peut-être qu'un jour, moi, mon idée, c'est que les abonnés puissent avoir des contenus sans publicité, et que si pour vivre, on est obligé d'avoir de la publicité ou de monétiser les contenus. Et c'est un débat qu'on doit avoir en interne. C'est très démocratique, Blast. Tu sais, c'est une société coopérative à intérêt collectif. Donc, toutes les décisions se prennent ensemble. On ne se verse pas de dividendes. Tout est réinvesti dans l'outil de travail, etc. Et donc, c'est des décisions que je ne peux pas prendre seul. Même si moi, il y a souvent, j'ai envie de choses, j'ai des idées, mais elles ne sont pas retenues par l'ensemble de la collectivité qui a fondé Blast. J'ai vu là que Marianne a ressorti un papier en expliquant que Blast touchait l'argent d'un milliardaire. C'est archi faux, quoi. Enfin, on n'a pas touché un centime d'un milliardaire, quoi. Et puis il y a toute l'histoire avec, mais j'ai même pas envie d'en parler puisque tu n'en parles pas, mais avec ce Maxime Renaï là qui nous a enregistré à notre insu, ce type. Si, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'en parlent dans le chat ou dans le Discord.
Qu'est-ce que tu réponds? J'aimerais que ça leur arrive, ce qui m'est arrivé. Vous avez un type que vous défendez, qui est presque un copain, avec qui vous bouffez, que vous invitez chez vous, enfin, comme l'ont fait tous les salariés de Blast, et le type vous enregistre à votre insu. Et va découper les bandes à un moment donné pour balancer sur Internet des saloperies, alors qu'il sait très bien que c'est faux. Il savait très bien qu'on n'avait pas touché l'argent de Vinci Guerra. Il savait très bien que je ne me faisais pas payer 10 ou 15 000 balles par mois. Mais malgré tout, il fait ça. Et puis il explique, il veut être plus vertueux que les vertueux, alors que c'est franchement c'est le type, la pire rencontre de ma vie. Tu vois, j'en ai rencontré des types abjects. J'ai rencontré Imad Laoud, j'ai rencontré des escrocs, des choses comme ça. Mais Madlaoud, c'était Clearstream. Imad Laoud, c'était Clearstream. Mais lui, j'ai vraiment, c'était vraiment très difficile, quoi, d'être à ce point trahi par quelqu'un. Pas seulement moi je suis grand, mais toute l'équipe, quoi. On l'avait accueilli, et là il balance ça et il nous a fait perdre énormément d'argent. Et moi j'ai pas voulu répondre sur les réseaux sociaux parce qu'il attendait que ça. C'était vraiment dur, quoi. Et sur un truc qui était un tout petit peu vrai, c'est-à-dire, je veux bien revenir là-dessus si tu veux. Moi, j'avais rencontré un milliardaire que j'aime bien, qui s'appelle Hervé Vinci Guerra, qui plutôt que de se payer des yachts ou des putes ou des Ferrari, il veut financer la presse libre. Et donc, il nous propose de l'argent. Je te signale que Mediapart ont pris l'argent de Xavier Niel et que tous ces gros médias contre lesquels on bat sont financés exclusivement par des milliardaires. Donc moi, je m'étais dit, si ça peut soulager un peu, on prend 200. Là, tu parles pas de Mediapart, pour être précis. Quand tu dis tous les médias contre Non, mais lesquels on se bat. Mediapart, au départ, c'est Xavier Niel qui leur file, je sais plus, 300 000 balles. Ça pose pas de problème dans le premier tour de table. Tu savais Mhm. pas? Si, je savais, puisque j'y étais, mais à mon avis, c'était moins que ça, mais c'est pas grave. Ouais, ou Mais 100 000. Mais peu importe. Mais si tu veux, en plus, je trouve que Plenel a eu raison d'accepter ce fric, et puis basta, si tu veux. Et donc, nous, on a eu un débat en interne où moi, j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on accepte l'argent de Vinci Guerra. Et j'ai expliqué pourquoi, en disant de toute manière, ça aurait aucune incidence sur le contenu rédactionnel de Blast, puisque limite, on signait une charte, il n'intervenait pas du tout là-dessus. Et moi, j'étais garant de ça, tu vois, j'ai refusé l'argent de Clearstream, c'est pas pour commencer d'être corrompu à 60 balais, quoi. Et ça me semblait tellement évident. Mais j'ai affronté des gens en interne à Blast, dont Renaï, dont Mathias, qui dire non, on prend pas l'argent de milliardaires parce que ça va brouiller notre image. C'était moins pour l'argent que, c'est là où ça devient compliqué, que la peur d'un shitstorm ou de comment on allait communiquer là-dessus. Et donc, bon, voilà, on fait un vote, hein, je suis mis en minorité, et puis on n'en parle plus, on prend pas le blé, quoi. Et 3 mois après, comment l'appeler autrement que, tu vois, ce type méprisable, que je méprise au plus haut point aujourd'hui, nous a enregistrés tous à notre insu, moi comme Élise Van Beneden, qui est la présidente d'Anticor, et a balancé sur les réseaux ça en disant, regardez, ce média qui se veut libre, etc., il prend l'argent d'un milliardaire, Robert, il a changé le règlement, il veut se payer 10, 15, 20, 30 000 euros, tant qu'il y est, etc. Et ça, si tu veux, on était en fin de campagne de financement, ça a complètement arrêté la campagne. Mais ce que je crois aujourd'hui, et on est en train d'y travailler, on est en train d'enquêter là-dessus, je pense qu'on a été victime d'une manipulation et comment dire, le pouvoir macronien était en train de vouloir retirer l'habilitation d'Anticor. Il y avait une stratégie délibérée depuis quelques mois de ne pas donner l'habilitation à Anticor. Élise, qui est mon amie et avec qui on a fondé Blast ensemble, elle faisait partie des actionnaires, enfin des actionnaires, des gens qui ont lancé Blast. Et Renaï, d'ailleurs, a eu le prix éthique d'Anticor et il a trahi Élise de la même manière. Donc ce type est un espion, d'ailleurs, il se considère comme espion, il a toujours été un espion. Et ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'il était aussi un espion chez nous. Et qu'aujourd'hui, il est espion à Belfort, il travaille avec... ce type, quand il arrive quelque part, le conseil que j'ai à donner aux gilets jaunes, aux cégétistes, ou tous les gens qui le fréquentent, c'est fuyez, quoi. Parce qu'un jour, il vous trahira. Un type qui a trahi toute sa vie, il vous trahira toujours. Et ça, je peux le prouver, c'est pas diffamatoire, ce que je dis, c'est factuel. Et on en a humainement beaucoup souffert à Blast. Là, tu me donnes l'occasion
l'occasion d'en parler parce que justement, Marianne a ressorti un truc complètement, c'était pas du tout, j'ai pas compris pourquoi il y a eu ce papier. Le papier est un petit peu gentil, puis à un moment donné, il donne la parole à ce type. Bon, peu importe, c'est une histoire ancienne, mais comme elle revient comme un serpent de mer, si tu veux, je vais pas chaque fois, on a fait un droit de réponse, on a déposé des plaintes, il y a le type est sans doute mis en examen aujourd'hui pour à la fois diffamation, et puis parce qu'il a utilisé des bandes qu'il a trafiquées pour balancer, pour me nuire. Donc, il y a une instruction, il va être entendu par un juge, et c'est à la justice de trancher. Mais voilà, c'était vraiment compliqué, quoi. Mais je pense que voilà, ça participe de plein quand tu commences à être un tout petit peu puissant, c'est-à-dire sur le terrain des médias, à sortir des enquêtes, etc. Il y a plein d'ennemis, quoi. Et voilà, ça a fait partie de tout ça. Mais la question, Denis, parce que voilà, on s'en était parlé à l'époque au téléphone, c'était au tout début Mais même toi, tu de- étais affecté par ça. Ah bah bien sûr. Et je comprends. Mais la question que je t'ai posée, c'était comment toi, Denis, je veux dire, David contre Goliath, qui a terrassé Goliath, tu peux à un moment donné te dire, je vais travailler à un mec qui a été à la DGSE. Dans le chat, il y a quelqu'un qui écrit DGSE un jour, 3 points de suspension. Tu connais la suite, hein. DGSE toujours. Non, mais Je dis pas qu'il travaille pour la DGSE, mais euh, je n'en sais strictement rien. Mais Mais ce type a sorti un bouquin aux arènes, son bouquin était pas mal, il dénonçait des problèmes de fiscalité, et moi j'avais réellement cru qu'il avait changé, je croyais en sa sincérité. C'est un mec, voilà, en qui, et je me suis fait avoir parce que je suis trop naïf et qu'il y avait une sorte de. Et je sais, on m'avait prévenu, surtout, et d'ailleurs ça m'a valu des ennuis que de soutenir ce type, parce qu'il y a des gens qui se sont détachés de moi, et moi je n'ai pas voulu les croire, qui m'avaient dit de me méfier, etc. Mais voilà, je veux dire, je me suis fait avoir. Qu'est-ce que tu veux? C'est douloureux, mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre. Et je reste le même. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu rencontres une fois un connard dans ta vie ou un type qui est un escroc. Je pense surtout à la Wood, mais aussi c'est une forme d'escroquerie, évidemment, ce qu'il a fait, qu'il faut te refermer. Parce que moi, je suis un type plutôt tolérant et ouvert aux autres. Donc, c'est pas parce qu'il t'arrive une histoire malheureuse qu'il faut après avoir confiance en personne, quoi. Tu vois, donc voilà. j'en atteste. Écoute, là c'est bientôt 19h30. Tu m'as expliqué, si je pars pas, je me fais buter. Il n'est pas question que tu me fasses buter. C'est sans doute mon livre le plus personnel, quoi, finalement, parce que je parle y compris je parle de mes enfants, je parle de ma famille, de mon père, et l'histoire de cette retraite là et tout ça. J'ai ressenti le besoin de m'expliquer par ce livre et d'expliquer pourquoi je revenais aux affaires aussi et pourquoi je refaisais le journalisme et pourquoi c'était important et enfin voilà quoi. J'étais et merci en tout cas David. Bah, arrête tes conneries. Petit hors sujet de Cyclove, très beau docu bio de Nina sur les effets de Clearstream sur une famille. C'est un Oui, c'est documentaire ça. Nina a fait un film qui s'appelle Clearstream et moi, qui a diffusé France 3 Île-de-France cette année. Et c'est assez. Moi, j'étais pas très chaud à l'idée qu'elle fasse ce film, mais c'est un film super émouvant et assez beau, quoi. Même très beau. Et Nina est vraiment douée, quoi. Enfin, elle arrive à faire des films. Je fais un film avec elle en ce moment, produit par Bertrand Fèvre sur la syndicaliste Maureen Kearney. On est en plein tournage. Et elle a fait aussi un très beau film. Bertrand Fèvre, dont il faut dire qu'il est très 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 défavorablement connu de nos services, pour avoir notamment produit, et ô combien de main de maître, un pays qui se tient sage. Denis, je te libère. Vinamark te dit merci, enfin nous dit merci à vous deux. Journaliste un jour, 3 points de suspension. Je trouve que c'est très bon. Voilà les amis, j'ai promis à Denis de le laisser partir à 19h30. Malheureusement, je n'ai fait que un quart de ce que j'avais prévu. On fait l'émission la semaine prochaine, si tu veux. Bon, Euh, je vous embrasse tous et je t'embrasse aussi.